Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur TV Finance pour la suite de vos programmes matinaux. On retrouve tout de suite votre émission bimensuelle dédiée aux matières premières agricoles, la lettre de l'acheteur, le live, le Minimac sur les matières premières agricoles en partenariat avec placedelabourse.fr. Comme chaque semaine à notre habitude, on débute ce rendez-vous avec notre revue de presse des principales publications qui ont, égrené cette semaine et articles que vous pouvez retrouver évidemment sur le site de la lettre de l'acheteur, www.lalettre-de-l'acheteur.com. On commence avec les céréales et les records tombent tous les jours. L'invasion russe de l'Ukraine a conduit à une envolée totalement inédite des cours des céréales et des oléagineux, ce qui a bouleversé les routes traditionnelles des grains qui cherchent désormais à contourner la mer Noire. Selon un expert du secteur, après la sidération, les marchés se rendent compte qu'on entre dans du long terme. En effet, au 7e jour du conflit, la mer d'Azov est totalement fermée à la navigation et quelques chargements russes étaient en cours sur la mer Noire, mais avec des chances minces de déboucher. Enfin, pour ajouter une ombre à ce tableau déjà angoissant, depuis que plusieurs navires ont été touchés par des missiles, les primes d'assurance ont fortement augmenté. Le produit le plus sensible est l'huile de tournesol, dont l'Ukraine assure la moitié du commerce mondial, ce qui représente 14% des échanges des huiles végétales. Pour les analystes, cela va être très compliqué de remplacer le tournesol. La crise est arrivée dans une situation déjà très tendue sur ce marché avec des récoltes insuffisantes pour l'huile de palme en Asie, après les campagnes catastrophiques de colza au Canada et une tension grandissante pour le soja du fait de la sécheresse en Amérique latine. Concernant le blé, la Russie et l'Ukraine représentent 30% du commerce mondial. Du coup, les acheteurs vont se tourner vers la France et les États-Unis, plus marginalement vers l'Australie. L'Inde peut être un recours pour les marchés asiatiques et même s'il reste des stocks au niveau mondial, la situation pourrait très vite se tendre. En effet, selon M. Zuzoulo, dans l'hémisphère nord, bon nombre de pays n'ont pas encore commencé à planter certains produits clés. Et par ailleurs, une sécheresse historique s'est abattue dans la ceinture de blé d'hiver du Kansas, de l'Oklahoma et du Texas. Enfin, pour le maïs, en temps normal, ce sont plus de 3,5 millions de tonnes par mois qui sortent d'Ukraine au printemps. En Europe, importatrice nette, des pays comme les Pays-Bas se tournent vers la France, mais le surplus de maïs français ne dépasse pas les 4 à 500 000 tonnes. En réalité, il n'y a vraiment qu'aux États-Unis qu'il y a encore de solides réserves. Or, les États-Unis prévoient cette année une légère baisse des superficies plantées au profit d'autres cultures plus rentables, telles le soja, le blé ou le coton. Le Brésil, qui planifie actuellement ses semis, étend ses surfaces de maïs en réponse à la flambée des cours et pourrait être un recours pour la prochaine campagne. Selon les experts du secteur, pour tous ces produits, seuls deux éléments peuvent arrêter la hausse des prix: un apaisement de la crise et un rationnement de la demande. En France, le mois de février a été marqué par le début de la campagne de l'asperge. Le volume national est estimé à 20 000 tonnes, avec une demande estimée à 28 000 tonnes et une météo douce. Les conditions de marché sont donc assez bonnes pour ce début de campagne. On revient à l'international puisqu'après 2 campagnes consécutives sous le signe de l'excédent, le marché global du cacao pourrait basculer dans une phase déficitaire pour la saison 2022. Dans un communiqué publié le lundi 28 février dernier, l'Organisation internationale du cacao a indiqué en effet qu'un volume de 181 000 tonnes de fèves devrait manquer durant la dite saison contre un surplus de 215 000 tonnes estimé en 2021. D'après le cartel, cette situation s'explique notamment par une production mondiale de cacao qui sera moins importante en raison des conditions de sécheresse en Afrique de l'Ouest. L'offre est ainsi prévue pour atteindre 4,95 millions de tonnes contre le record historique de 5,2 millions de tonnes enregistré un an plus tôt. Ce déficit annoncé par l'organisation serait le plus important enregistré depuis 5 ans. Voilà pour cette sélection des meilleurs articles publiés cette semaine sur le site de la lettre de l'acheteur. On marque une courte pause et on revient juste après avec votre interview. À tout de suite sur TV Finance. Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant dans le Minimac de la lettre de l'acheteur. Comme promis, nous retrouvons tout de suite en direct et en duplex Madame Marilyn Berris. Bonjour Madame.
Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, vous êtes éleveuse de canards dans les Landes, à la ferme de Guilhem, et en parallèle, vous êtes engagée politiquement en tant que vice-présidente du MODEF, le mouvement de défense des exploitants familiaux. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est l'épidémie de grippe aviaire qui ravage à nouveau le sud-ouest de la France. Face à cette propagation rapide, le gouvernement a choisi de changer de stratégie. Les services de l'État ont donc annoncé le 17 janvier dernier un dépeuplement massif des élevages dans toutes les zones contaminées. En gros, cela veut dire abattage massif d'environ 2,5 millions de volailles, dont 900 000 palmipèdes. L'épidémie de grippe aviaire touche la France pour la 4e fois depuis 2015. Madame Béris, est-ce que vous aussi, vous avez dû faire face à cette situation ? Oui, malheureusement, comme nombre de mes collègues, pour la 4e fois, mon élevage a été touché. Et touché par du dépeuplement. Voilà, donc dépeuplement, ça veut dire qu'on a un foyer autour et dans les 3 kilomètres, on abat les volailles et les palmipèdes. Donc à ce jour, je n'ai plus de canards sur mon élevage. Et vous en aviez combien avant de ne plus en avoir ? J'avais 3 lots de 300 canards. D'accord, donc c'est très important. J'imagine qu'en parallèle, du coup, les pertes économiques sont très importantes. Est-ce que vous avez été indemnisé de cet abattage, madame ? Alors, on a été indemnisé de la valeur des canards au mois de juillet 2021. On a eu un acompte sur la perte économique au mois de septembre 2021 et le solde doit arriver là ces jours-ci sur le compte. Voilà, D'accord. mais bon, c'est très long et de ne pas avoir les indemnités de l'an dernier et de ne plus avoir de production cette année, ça met les agriculteurs vraiment dans la détresse parce qu'on n'a plus rien. On n'a plus rien. Ouais, je comprends. Du coup, j'ai deux questions quand même. Cette indemnisation, elle est calculée sur la valeur d'achat du canard ou sur la valeur de revente du canard ? Alors, quand on nous a abattu les canards, là, on a une indemnité sur la valeur du canard à l'âge où il est. Donc 3 semaines, 6 semaines, 9 semaines. Il y a un barème. Et ensuite, on a la valeur économique qui est basée sur la marge brute qu'on a générée en 2019. D'accord, je comprends effectivement le calcul de la marge brute. Avez-vous des stocks, madame, qui auraient pu éventuellement vous permettre de poursuivre votre activité ? Et non, malheureusement, c'est un grand problème qui concerne tous les producteurs fermiers et les entreprises qui font du label rouge, c'est que nous n'avons pas de stock. Parce qu'en 2020, avec le confinement, on a vu les citoyens revenir vers les fermes et donc nous avons fait une très bonne année en vente de canards ou de volailles, ce qui fait qu'en janvier 2021, nous n'avions pas de stock. Et donc en janvier, donc nos canards ont été abattus. On a retravaillé à partir du mois de septembre jusqu'en décembre. Et donc là, c'était vraiment à flux tendu. Et on s'est retrouvé en début d'année 2022 sans stock à nouveau. Et donc plus de canards. D'accord. Et en fait, j'explique pourquoi on a travaillé qu'à partir du mois de septembre. C'est parce qu'en fait, comme on est éleveur-gaveur, on a les canetons qui arrivent sur la ferme au mois de juin. Et il faut 3 mois et demi pour les élever. Donc c'est pour ça qu'on ne peut avoir après des canards à proposer qu'à partir du mois de septembre. D'accord, je comprends, c'est très clair. Du coup, vous n'avez pas de stock. Quelles sont les solutions que vous avez pour poursuivre quand même votre activité ? Alors les solutions, mais on s'interroge. Là, j'avoue que je n'en ai pas trop et on est d'autant plus inquiet que nos pouvoirs ici locaux, les pouvoirs, c'est-à-dire les personnes qui nous fournissent les canetons, ont perdu leur canne et leurs canards et donc devaient s'approvisionner en Vendée, au Pays de Loire. Et malheureusement, depuis une semaine à peu près, eux sont touchés par la grippe aviaire. Donc si les pouvoirs là-haut sont menacés, on est très inquiet sur notre reprise d'activité pour avoir des canetons. D'accord. Et donc la solution, là on n'en a pas, à part la banque, évidemment. Donc on va faire des prêts à la banque qui nous font des prêts sur les indemnités qu'on va toucher. C'est des prêts où l'État se porte caution.
Mais bon, c'est pas la solution. Ok, C'est pas la solution. c'est pas la meilleure solution. On va revenir Non. très rapidement sur la grippe aviaire. Les mesures prises par le gouvernement en 2021 n'ont pas empêché l'épidémie de frapper de nouveau cette année. Quelles sont les solutions que vous proposez? Et j'ai lu une interview de vous qui disait que la solution pourrait être la vaccination. Oui, la vaccination est une des solutions, hein, donc on y travaille dessus. L'État va mettre en place là des essais de vaccination sur des élevages et voir comment se comportent les canards. On est vraiment, on y compte dessus. Ensuite, il faut vraiment aussi baisser cette densité de canards qu'on a dans les zones fragiles. La zone où je me trouve dans les Landes, qui s'appelle la zone Chalosse, a beaucoup trop de canards à la période à risque, c'est-à-dire pendant les migrations. Pour vous donner une idée des chiffres, il y a 30 ans, il y avait 6 millions de canards en France et 3 millions dans les Landes. Et maintenant, on est à 8 millions dans les Landes et 33 en France. Donc, vous voyez que ça a explosé, le nombre de canards. Donc, il faut vraiment baisser la densité et après, travailler sur les souches aussi, pour les souches locales, rustiques, qui résistent peut-être un peu plus à ce virus ou aux pandémies qui peuvent arriver. Et laisser les canards et les volailles en plein air, parce que c'est comme le Covid, quand on est dehors, on risque beaucoup moins d'attraper le virus quand on est espacé plutôt que quand on est confiné dans des bâtiments. C'est sûr, et on ne peut pas mettre de masque à des canards. Il nous reste très peu de temps. J'ai une toute dernière question. Pourquoi est-ce que la vaccination finalement n'est pas appliquée en France ? Alors, elle n'est pas appliquée ni en France ni en Europe pour l'instant, mais il y a 9 autres pays européens qui sont intéressés par la vaccination parce qu'ils ont été touchés l'an dernier avec la grippe aviaire. C'est-à-dire, jusqu'à présent, on n'avait pas trop besoin parce qu'on se disait que, bon, voilà, c'était un accident si on avait le virus aviaire. Maintenant, on est conscient que ça l'est plus et que vraiment, il faut aboutir sur ce vaccin. Ok, super. Merci beaucoup, Madame Béris, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes éleveuse dans les Landes à la ferme de Guilhem et également vice-présidente du MODEF, le mouvement de défense des exploitants familiaux. On va marquer une courte pause et on se retrouve juste après avec Mathieu Driol, Mathieu qui est analyste senior chez Day by Day et qui va nous présenter l'analyse de 2 matières premières. A tout de suite sur TV Finance. Nous sommes de retour dans le Minimac de la lettre de l'acheteur, le magazine dédié aux matières premières agricoles. Et comme convenu, comme promis, je suis en direct et en duplex avec Mathieu Driol. Mathieu qui est analyste senior chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour. Alors, derrière le pétrole ou le gaz, d'autres secteurs sont très touchés par la guerre en Ukraine. Parmi eux, évidemment, le secteur agricole. Les prix du blé et du maïs ont atteint des niveaux records en début de semaine, tandis que les huiles de soja et de palme enregistrent également des sommets historiques dans un marché agricole enfiévré, Mathieu, par la guerre russo-ukrainienne. Dans ce contexte, que nous dit l'analyse technique? Est-ce que ces hausses vont se poursuivre? Et on commence avec le wheat, le blé, Mathieu. Alors, en fait, si on reprend un tout petit peu de recul par rapport graphique, en tout cas, j'ai pas d'avis sur la situation actuelle, mais par rapport graphiquement, en fait, on constate sur le blé américain, comme j'en parlais depuis plusieurs semaines déjà, eh bien, on était sur un retournement de moyen long terme. Ce type de retournement, qu'on appelle en fait un retournement arrondi, on constate sur le graphique que depuis par exemple 2013, on avait une succession de creux et de sommets descendants qui s'est aplati entre 2016 et 2019 avant de devenir ascendant. Ce type de configuration est donc un retournement de tendance fort, durable, et qui généralement a une très forte accélération lorsqu'on franchit le haut en fait de cette figure, le haut de la figure. Eh bien, c'était les sommets entre 2011 et 2012 aux alentours des 950. Là, effectivement, cette agression entre deux pays fortement agricoles,
provoque une fièvre absolue, une accélération haussière assez démentielle. C'est un petit peu comme une sorte de bouchon de champagne qui explose. On retourne, on met une pression haussière, et puis cette pression haussière s'accélère lorsqu'on franchit les résistances. Quel niveau, jusqu'où peut-on aller? Première cible qui paraît évidente, c'est les sommets historiques à 1272,75. Est-ce que les cours s'arrêteront là? C'est le problème de ce type de configuration explosive. On part dans une sorte de chandelle en fait, et il est très très compliqué de savoir jusqu'où ce type de figure peut aller. J'ai des projections des résistances de Fibonacci vers 1350, 1420. Je pourrais vous dire 1500, ça sera à peu près pareil. La problématique de gestion de ce type de configuration, c'est plus une gestion par le bas. Il y a un moment où en fait il va falloir réussir à trouver des niveaux en dessous desquels on rentrerait en consolidation. Pour l'instant, ça n'est absolument pas le cas. On est sur un marché explosif. Explosif, donc du coup ça n'a aucun sens de vous demander un niveau de support éventuel. Alors, c'est le gros problème sur ce type de chandelle. Autant sur les semaines et les mois précédents, on voyait une succession de creux et de sommets ascendants très bien construits. À chaque fois qu'on avait un léger repli, il était supérieur au repli précédent. On avait cette progression assez linéaire. Ici, on est vraiment en fait sur cet horizon de temps hebdomadaire, sur quelque chose qui est beaucoup trop éloigné pour trouver un support crédible. Le premier support crédible que j'ai sur cet horizon de temps, il est aux alentours des 880. On vaut quasiment 1200. Donc, dire qu'il y a un support 400 points plus bas, si vous voulez, ça ne sert pas à grand-chose. La problématique, en fait, dans ce type de configuration, c'est la vitesse. La vitesse réduit, en fait, les horizons de temps. Le mouvement que vous faites habituellement sur un schéma classique, sur un mouvement mensuel, et ici vous le faites en 2 jours. Voilà, c'est ça le problème. Donc en fait, si on veut avoir des niveaux de support crédibles, il faut aller carrément sur des graphiques intraday. Ça n'est pas le but de cette émission que de discuter de l'intraday. Malheureusement, on est obligé en fait de réduire l'horizon de temps pour tenir compte en fait de la vitesse, tout simplement. Très clair, c'est très clair. Merci beaucoup Mathieu. On enchaîne avec le maïs, Mathieu. Oui, alors le maïs n'a pas tout à fait exactement la même configuration, c'est là aussi très explosif par contre. On voit en fait ce très très long plat en fait tout en bas du graphique entre on va dire 2014 et puis 2020 et une très belle sortie haussière, vous voyez, quand on a franchi 450 début d'année 21. Là aussi, c'est un petit peu comme ce qu'on a vu, cette logique de bouchon de champagne. On franchit un très fort niveau, on accélère extrêmement fortement jusqu'à rejoindre une résistance à 735. Ce mouvement en fait haussier de 2020 à 2021 est l'élément technique dominant. Il a été consolidé pendant l'été 21, les cours revenant chercher le support aux alentours des 500. C'est un niveau important, c'est un retracement de 50%. Ça veut dire qu'on a monté de 100, on a baissé de 50. C'est un ratio très classique dans le cadre d'une lecture haussière tout à fait malheureusement saine et construite. C'est ça qui est assez terrible, c'est qu'on se dit qu'en fait, le potentiel du hausse du corne, il est loin d'être achevé. On travaille actuellement les précédents sommets aux alentours des 735, il devrait être débordé. Ici, on peut projeter en fait cette impulsion haussière au point bas de la consolidation et pour avoir une cible 849 les sommets de 2012, puis après c'est 920. On a encore du chemin à faire sur les prix du maïs américain. Très clair, Mathieu. Donc du coup, vous nous conseillez éventuellement, si vous pouvez, de nous positionner sur le maïs? Alors, ce type en fait de configuration, en termes de positionnement, idéalement, si on en a, on est très content. Il faut attendre avant essayer de déboucler ou en tout cas essayer d'optimiser ses sorties. La problématique, c'est toujours cette notion de vitesse et d'accélération. Ici, on est sur un marché donc très puissant qui grimpe très très fortement. Les supports donc d'invalidation de cette dynamique sont mécaniquement éloignés. La problématique, effectivement, c'est si on n'a pas de corne et qu'on en veut, effectivement, on a toujours un potentiel de hausse. Idéalement, je préfère traiter sur ce type de configuration sur une petite consolidation intermédiaire, sur la formation d'une figure. Je ne sais pas, malheureusement, si le maïs me donnera cette opportunité. Ok, Mathieu, très rapidement, du coup, pourriez nous donner 2 niveaux de support à avoir en tête?
Là aussi, la problématique est la vitesse. J'ai un niveau de support qui est assez éloigné, 585 sur le corne, alors qu'on voit un peu plus de 700. Ça ne sert pas à grand-chose d'avoir un niveau aussi éloigné que ça. Là aussi, malheureusement, lorsqu'on a plus de vitesse, il faut aller raccourcir son horizon de temps et basculer sur un graphique journalier, voire même intraday si on veut trouver des niveaux de support crédibles. Ok, très clair. Merci beaucoup, Mathieu, pour toutes vos précisions et analyses. Je rappelle que vous êtes analyste senior chez Day by Day. Merci également à vous d'avoir été avec nous ce matin dans le Minimac de la lettre de l'acheteur, le Minimac dédié aux matières premières agricoles en partenariat avec place-de-la-bourse.fr. Ce Minimac est désormais fini. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour de nouvelles aventures agricoles. D'ici là, restez avec nous car on revient juste après avec le JT Vu d'ailleurs, un JT qui se veut traiter de sujets plus larges que ceux de la finance stricto sensu. A tout de suite sur Téléfinance.